Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 8 février 2022 et c'est le numéro 262. Les résultats financiers nous permettent d'analyser objectivement, on peut le dire, les performances des entreprises de la tech sur l'année écoulée. On est rompu maintenant à cet exercice. Alors, est-ce qu'on sera amené une fois de plus à souligner l'insolent succès des entreprises de la tech ? Alors oui, mais sans spoiler, certains tombent de très haut. On va faire le point là-dessus ensemble et aussi suivre des signes d'un monde qui change avec notamment, tenez-vous bien, Apple qui baisse les frais de commission de paiement pour certaines apps aux Pays-Bas en l'occurrence. De grosses économies, peut-être pas, vous allez voir que c'est intéressant en tout cas parce que ça dessine probablement leur stratégie un peu partout dans le monde quand ils vont être face au vent de la régulation qui vont se multiplier contre eux. On va parler un petit peu aussi des Jeux Olympiques. C'est une occasion toujours intéressante de relayer des petites innovations tech qui sont présentées et même des éléments d'actualisation sur l'affaire Joe Rogan et Spotify dont on vous a déjà parlé dans un précédent épisode. Je suis Guillaume Vendée et je suis très fier de retrouver le vulgarisateur de la tech numéro 1 dans le monde du podcast, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, en toute objectivité, ça va très bien. Oui, en toute objectivité, le meilleur vulgarisateur parce qu'on a eu aussi des très bons retours, encore une fois sur l'épisode de Blockchain où vous avez a priori apprécié cet exposé complet sur les origines de la blockchain. Et oui, à l'origine, elle s'appuyait même sur une diffusion d'un journal papier. Si vous voulez tout savoir et que vous n'avez pas encore écouté l'épisode, je vous invite à remonter dans le flux du podcast. Et puis en attendant, si vous adorez Tech Café, le podcast qui vous informe et qui vous fait passer un bon moment, sachez que la production est largement financée par vous, les auditeurs. Si vous ne faites pas encore partie des auditeurs engagés, je vous invite à aller sur la page patreon.com/techcafé et à vous abonner. Ça ne vous coûtera que quelques euros par mois et puis vous profiterez en échange d'un accès au podcast sans pub et de la fonction de chapitrage. Donc vous pourrez même sauter les rubriques et passer à la rubrique suivante quand vous pensez qu'on a fait le tour sur une des thématiques abordées dans un épisode. Ça vous prend concrètement pour vous inscrire quelques minutes et vous avez, grâce à cette action très simple, un pouvoir énorme sur notre travail et sa pérennité. Alors foncez vite sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup à plusieurs personnes qui ont décidé d'ailleurs de s'inscrire ou qui renouvellent leur soutien. C'est Nourdine Cherfaoui, Rémi Yaoudéou, Yann Lefresne et Johan Adjovi. Merci beaucoup à vous. Et puis merci également d'avoir répondu présent à l'appel que j'avais fait pour que vous veniez déposer des nouveaux avis sur Apple Podcast. Merci en particulier à Antoine FRD. Je cite, un excellent podcast que j'adore écouter dès sa sortie chaque semaine. Une vraie analyse approfondie, réfléchie et condensée des différents sujets tech du moment. Un must donc quand on n'a pas forcément le temps d'éplucher l'ensemble de ces actualités. J'adore l'énergie et la passion contagieuse pour la tech que transmettent Guillaume et Guillaume. Merci beaucoup Antoine. Vos réactions pour terminer, vous le savez, elles sont sur techcafé.fr dans les commentaires de l'article qui accompagne cet épisode et dans lequel vous retrouvez tous les liens qui sourcent les contenus qu'on aborde. Vous pouvez d'ailleurs en toute transparence aller confronter ce qu'on raconte avec les informations qui sont disponibles sur le web. Peut-être que vous soulignerez les coquilles qu'on fait, les petites erreurs d'interprétation qu'on peut avoir. On est évidemment très friand de vos retours. Et également sur le serveur Discord de Tech Café, dont le lien est dans les notes de l'épisode. Sans autre forme de procès, on a des news à chaud. Ça vient d'être confirmé aujourd'hui et on l'avait déjà dessiné un petit peu dans les précédents épisodes, mais ça y est, c'est officiel, c'est confirmé. On peut tourner une page, Guillaume. Sur le sujet du rachat par Nvidia de ARM, c'est terminé. Ben oui, on en parlait la dernière fois, on évoquait que c'était mal barré, et là c'est officialisé, ça y est, c'est officialisé par SoftBank lui-même finalement. C'est terminé, Nvidia ne va plus acheter. SoftBank qui détenait ARM jusque-là. SoftBank qui détenait ARM, effectivement, et oui, Nvidia n'achète plus donc ARM pour 40 milliards. En fait, ça a été rapporté par le Financial Times d'abord, et ensuite on a eu un communiqué officiel, donc c'est terminé. Alors cela dit, SoftBank est quand même content, parce que j'adore ce genre d'amende qui se prennent, parce que Nvidia va quand même payer 1,25 milliard de dollars pour avoir échoué à faire la transaction, ce qui est quand même assez fort. Et donc, du coup, ARM va faire une offre publique d'achat, donc une IPO. Et d'ailleurs, le CEO actuel, Simon Segars, ne se sent pas de le faire, donc il s'en va, il laisse sa place à René Haas, qui va donc se débrouiller pour rendre la boîte publique. Ça devrait commencer le 1er avril, et ce n'est pas un poisson, a priori.
Ouais, moi la question que je me posais du coup, c'est quelles conséquences pour ARM en matière d'innovation, parce que finalement être introduit en bourse, est-ce que il va y avoir les mêmes reins, les mêmes ressources et peut-être même la même politique que n'aurait pu l'avoir Nvidia? On avait soulevé tous les problèmes que ça pouvait poser, hein, évidemment qu'ARM tombe dans le giron d'Nvidia. Je sais pas si t'as un avis toi sur ce sujet. Est-ce que tu penses que la bourse peut autant porter ARM que ne l'aurait fait Nvidia? Est-ce qu'elle peut autant la porter? Non, enfin, je sais pas, mais ça dépend qui rachète, hein, tout simplement. Ouais. Qui rachète quoi? Comment? Non, pour l'instant, on peut pas dire grand-chose, je pense. Hein. ARM, effectivement, il y aurait eu des bons côtés à un rachat par ARM, mais il y en aurait aussi eu des côtés plus préoccupants. Bon, là, au moins, il y a une indépendance qui va être, enfin, a priori, qui va être conservée, quoi. Moi, je m'attends effectivement à ce que ce soit racheté à moitié par des fonds de pension, de toute façon, donc... Bon, ça va pas être forcément facile, quoi, tu vois. Après, c'est la loi du marché, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, si que ARM ne soit plus compétitif ou que ça pose problème à cause des conflits d'intérêts Nvidia ou qu'il soit plus compétitif, juste économiquement, écoute, il y a d'autres puissances qui vont émerger. On avait déjà évoqué que RISC-V était en train de monter petit à petit, donc de toute façon, que ARM reste ce qu'il est, croissent ou au contraire perdent un petit peu en vitesse, écoute, de toute façon, voilà quoi, le marché s'adaptera, hein. On n'aurait pas apprécié, je pense, de toute façon, que Nvidia puisse privilégier certaines avancées côté ARM de manière exclusive, par exemple. C'était un des sujets qu'on avait soulevé comme étant problématique, évidemment, dans le cadre de cette acquisition. Bon, une page qui se tourne. Je me rappelle à quel point ça avait fait des gros remous, hein, fin 2020, si je dis pas de bêtises, ça avait été annoncé. Moi, je m'en étais parmi, hein. Et on avait fait d'ailleurs tout un épisode. Tiens, si vous aimez les dossiers de référence qui sont écrits par Guillaume Poggiaspala et qui sont dispo en podcast, vous pouvez remonter dans le flux du podcast et même d'ailleurs dans les apps de podcast, hein, il y a les fonctions recherche maintenant. Vous tapez Tech Café Nvidia et il y a un épisode assez complet sur la trajectoire historique de Nvidia. C'est super intéressant. On avait profité en fait de ça, du fait que il y avait cette à l'époque c'était vraiment un projet qui avait l'air assez sérieux, quoi, hein, donc c'était vraiment une offre qu'on envisageait avec sérieux. C'est vrai qu'on s'était appuyé là-dessus pour faire un dossier sur Nvidia qui est donc un petit peu vieilli mais pas totalement mal, heureusement. Ouais, je pense que l'essentiel de ce que tu racontais est toujours valable. Ça reste Sans autre forme de procès, on va donc passer à des news un petit peu plus hebdomadaires, on va dire un petit peu moins à chaud, mais quand même c'est assez frais dans les actualités de la semaine. C'est à la fois chaud et frais, c'est pour te dire. C'est à la fois chaud et frais, on souffle le chaud et le froid et vous allez voir que ça se matérialise de plusieurs manières quand on dit ça, parce que donc on a les résultats financiers des entreprises de la tech, en fait en gros de toutes les entreprises de 2021 forcément dans ces périodes de bouclage financier et d'annonce de résultats sur l'année passée, mais c'est évidemment le cas pour les entreprises de la tech et c'est toujours hyper intéressant de se pencher dessus. Alors je me rappelle Guillaume, quand on avait l'habitude de relayer ce sujet, notamment l'an dernier et les autres années, la tech était dans une santé assez insolente, profitait même du Covid. Où est-ce qu'on en est? On fait le point. Oh, ça a changé? Non, ça a pas trop changé en fait, hein. Non, Alphabet va super bien par exemple, hein. Il est en croissance, c'est une banalité presque, puisque ça c'est vrai depuis 2009, à l'époque où il s'appelait encore Google, hein, souvenez-vous. Mais ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle le chiffre d'affaires augmente, puisqu'on est passé de 24 milliards en 2009 à 258 milliards en 2021, soit 10 fois plus, et c'est même 41% de mieux qu'en 2020. Donc sur une année, quoi. En comparaison, on avait 13% de hausse entre 2019 et 2020, et on était plus dans ces eaux-là, en fait, les années précédentes, hein. Alors là, le bénéfice net monte à 76 milliards en 2021. Alors, c'est vrai, les derniers Pixel 6 se vendent super, d'après Sundar Pichai. Je sais pas si c'est ça qui fait tous les revenus, quoi. Voilà, mais c'est pas, on va pas dire que que ça vient que de là. Donc, selon les analyses de Counterpoint, d'ailleurs, les ventes de Pixel auraient augmenté de 60% au 4e trimestre, et la marque deviendrait la 6e aux États-Unis, juste après OnePlus et Alcatel. Donc, non, c'est clairement pas ça qui fait le gros du pognon. C'est plutôt YouTube, par exemple, qui, lui, par contre, a envoyé pour 28,8 milliards de publicité au dernier trimestre. Oui, parce que c'est un point important. Alphabet communique pas dans les détails et quand on dit qu'est-ce qui génère quel revenu, tout ça c'est des grandes boîtes et il faut essayer de tirer des interprétations. Alors, de où concrètement viennent les revenus. Ouais, ça dépend. Mais en fait, ils ont des divisions qui leur sont propres et qui sont pas forcément celles que nous on connaît. Mais bon, le chiffre d'affaires de YouTube actuellement, là on le connaît il a dépassé celui de Netflix avec 8,6 milliards contre 7,7 ce dernier trimestre, quoi.
Et donc ce changement alors, le changement de politique d'Apple, donc sur iOS en matière de suivi publicitaire, aura pas eu de conséquences catastrophiques sur Alphabet, et sur YouTube, même si bon voilà, il y en a eu quand même. Twitter, Snap et YouTube combinés auraient perdu près de 10 milliards, soi-disant à cause de ça. Une estimation un petit peu au doigt mouillé, mais enfin c'est à peu près le genre de volume dont on parle, quoi. Hein. Et Google possède d'autres moyens de traçage de toute façon. Donc il y a YouTube Web évidemment, il y a Android lui-même, il y a Search bien entendu. Donc Pichai a quand même évoqué des relais de croissance possibles sur YouTube. Il y a le podcast, et oui lui aussi, le gaming, l'éducation et bien sûr le commerce. Donc après il y a Google Cloud. Donc Google Cloud par exemple, on sait qu'ils sont habitués aux pertes. Hein. Là ils s'en sortent un petit peu mieux puisqu'ils sont 890 millions de pertes contre 1,24 milliard l'année d'avant. Chiffre d'affaires qui a progressé de 44% quand même. C'est des résultats qui s'améliorent, mais un peu moins vite qu'attendu. Il faut voir que ces meilleurs résultats, c'est aussi parce que Google, pour économiser un petit peu de fric, il a augmenté la durée de vie, la durée de turnover de ses serveurs, de 3 à 4 ans, voire 5. Donc ça lui a économisé quand même dans les 2,6 milliards. Mais il poste quand même un déficit conséquent. Donc, bon, ça évolue petit à petit, Google reste optimiste, hein, et il évoque une longue liste de clients fidèles. Mais bon, vous avez compris, Alphabet, c'est dans une forme olympique, les profits sont supérieurs aux attentes, et d'ailleurs l'action a monté de 7%, dans une petite euphorie boursière, hein, qui efface comme un mauvais rêve la dégringolade de fin janvier. Et alors, tu t'es intéressé aussi plus particulièrement à un acteur dont on parle plus beaucoup, et moi j'avoue que depuis quelques temps, je me disais plutôt que ça faisait partie de ces acteurs qui allaient doucement survivre jusqu'à peut-être disparaître, mais j'avais dit déjà, on en avait échangé ensemble Guillaume, que dans les usages autour de moi, les personnes plutôt jeunes continuent à se l'approprier largement, c'est Snap. Ah bah oui, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est trop vieux. Pardon, je me trompe en fait, c'est Snapchat, c'est l'entreprise qui s'appelle Snap, excusez-moi. Oui, Snap c'est l'entreprise qui fait effectivement Snapchat. Et donc c'est vrai que ça fait un peu partie des boîtes Snap quand même, qu'on s'habitue à voir perdre du fric. Hein. Ça a été le cas de Twitter aussi pendant très longtemps, de Netflix aussi, et c'était aussi le cas de Snap depuis des années, en particulier depuis son entrée en bourse, il y a quand même 5 ans. Et ben c'est fini, voilà. Snap a généré des bénéfices, bénéfices de 23 millions au dernier trimestre. C'est rikiki, c'est vrai, mais c'est la première fois que Snap gagne effectivement du pognon. Donc son chiffre d'affaires de 4 milliards pourrait laisser espérer plus, ça c'est sûr. C'est peut-être aussi la faute à Apple, hein, puisque Evan Spiegel, le PDG de Snap, est un petit peu frustré. Bon, sa base d'utilisateurs continue de croître et il poste moins de stories en moyenne. Par contre, il consomme plus de contenu dit premium, les contenus de Spotlight, qui sont un petit peu la section TikTok qui est intégrée à Snap. Et la monétisation de tout ça n'en est encore qu'à ses débuts. Voilà. Et bon, faut voir quand même que le chiffre d'affaires de Snap a été multiplié par 5 en 5 ans. La base d'utilisateurs a presque doublé sur la même période. Et comme pour Google, la croissance s'accélère depuis 2019. L'action Snap, comment dire, elle a pris 60%, c'est un véritable orgasme boursier, on peut pas l'appeler autrement. Bon, faut pas oublier que l'action avait aussi salement dégringolé en octobre, donc elle a repris des couleurs, comme dirait un commentateur Nasdaq chevronné. Ouais, moi je reste encore une fois un peu désarçonné par Snapchat. C'est vraiment des usages où je me rends compte qu'ils me font vieillir quand je vois à quel point les utilisateurs qui consomment Snapchat sont assez aux antipodes de ce que moi je peux consommer. Mais quelque part c'est très bien et ça me force en fait un petit peu, et dans le cadre de mon métier c'est intéressant. Et je regarde un peu ce qui était présenté comme étant les contenus premium, et alors moi je me retrouve quand même dans le grand écart des contenus effectivement que je pourrais qualifier rapide de premium et qualitatif, à côté de trucs carrément dégueulasse, quoi. Donc bon. Carrément dégueulasse. Ouais, c'est un peu spécial. Mais bon, écoute. C'est ceux qui se vendent mieux, je pense. Oh, oui, probablement. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Hein. Je vous garantis, si vous connaissez pas Snapchat, vous pouvez l'installer. Et dans les contenus verticaux à droite, vous aurez forcément chaussures à votre pied. Cela dit, il faut reconnaître que la manière dont les médias s'approprient le format vertical qui est proposé dans Snapchat pour les contenus est assez intéressante. Alors, c'est pas propre à Snapchat, hein, mais les contenus verticaux qui sont faits par Le Monde, par exemple, qu'on retrouve sur TikTok d'ailleurs, hein, en partie, mais c'est des contenus qui sont objectivement très bien faits. Donc, je comprends cette volonté de magazine. Ça me faisait penser à cette plateforme vidéo, Guillaume, où il y avait du contenu vidéo qui était fait que pour le vertical, donc j'oublie le nom à chaque fois, qui n'a pas marché, et on se doutait que ça marcherait plus. Je me rappelle plus du nom. Oui, je vois très bien. On retrouvera ça à l'occasion. En attendant, on va parler des résultats plutôt côté matériel. Comment se portent un peu nos amis AMD et Intel, Guillaume ?
Oui, côté matos, côté hardware, AMD et Intel ont aussi posté leurs résultats et sans vraiment de surprise, on peut dire que AMD va très bien. Donc il a boosté son chiffre d'affaires de 68% en une année à 16,4 milliards avec 3,6 milliards de bénéfices nets. C'est nickel, donc voilà, il a terminé le trimestre avec plus de 3 milliards en liquide à sa disposition. Record absolu, d'ailleurs il a racheté pour 1,8 milliard d'actions. Donc le segment CPU-GPU a pris à 32% en un an, et en particulier grâce à de très bonnes ventes sur le segment des portables d'ailleurs. Ce qui est notable parce que c'est vrai que traditionnellement c'était vraiment trusté par Intel. Et donc, c'était pas gagné quand même, parce qu'avec la pénurie de composants dont on parle et dont on rabâche à chaque épisode, on aurait pu se douter que ça aurait pu freiner un petit peu les résultats. Après ça a freiné tout le monde, donc c'est juste qu'il grignote des parts de marché sur le marché qui reste, quoi. Mais le marché Radeon aussi d'ailleurs, qui lui il a carrément doublé, alors il y a aussi le marché pro, c'est rien même carrément par rapport au marché pro. Marché pro c'est serveur et embarqué, c'est semi-custom aussi. Bon, par exemple, typiquement, quand sur une console de jeux vidéo, tu vois, que c'est du semi-custom. Donc ce marché-là, ce marché pro, on va dire, globalement, a pris 75% en un an. Concrètement, les puces Epic se vendent bien, en fait, et voilà, évidemment, le fait d'être l'unique pourvoyeur de puces sur console de salon, ça dope quand même pas mal le chiffre d'affaires, hein. Donc AMD est en grande forme. L'année s'annonce pas facile quand même, hein, parce qu'en concurrence frontale, évidemment, il y aura Nvidia, qui prépare leur GeForce 4000 pour cette année. Mais il y aura aussi Intel, ça c'est une nouveauté quand même, avec les cartes Arc et un nouveau CPU, les Alder Lake sont plus vraiment nouveaux, mais disons que ils vont se généraliser et ils sont compétitifs. Les corps de Gen 12 sont beaucoup plus compétitifs avec les Ryzen. Donc AMD devra tenir, hein, avec lui évidemment il aura ses futurs Z4 et ses futurs RDNA 3 qui seront aidés par le processus 5 nanomètres de chez TSMC qui est déjà utilisé par Apple. Et bon, chez Intel, justement, c'est un peu moins flamboyant, parce que les résultats atteignent leur objectif quand même, hein. C'est 18,3 milliards au dernier trimestre et 79 milliards sur l'année. Mais c'est une hausse de seulement 1%. Et son secteur client, c'est-à-dire les PC en gros, hein, tout simplement, voilà, les PC, vous et moi, c'est-à-dire pas les serveurs, qui évidemment sont son plus gros marché, il est en baisse de 7%. Est-ce qu'on peut y voir un lien avec les Mac ou pas ? Alors on pourrait, en fait, je pense que c'est pas du tout catastrophique parce que les ventes avaient littéralement explosé avec la pandémie, et donc le marché sature un petit peu, puisqu'une fois que tout le monde est équipé, globalement, voilà quoi. Donc le secteur serveur, par contre, lui par exemple, se porte toujours très bien. Il a cru de 20% à 7,3 milliards sur le trimestre. Donc globalement, Intel fait mieux qu'attendu, ça reste quand même tendu dans un contexte où Intel doit dépenser des dizaines de milliards pour assurer son avenir, puisqu'à l'inverse d'AMD, l'action d'Intel, elle fait un peu grise mine sur un an, hein, mais bon, les deux boîtes sont dans une situation très différente. Est-ce qu'AMD comble son retard ? Il reconquiert des parts de marché très très vite, alors qu'Intel, lui, il ambitionne de devenir le fabricant de puces numéro 1 du monde occidental, hein, d'ici 5 à 10 ans, puisqu'il veut se substituer à TSMC pour une grande partie de la production mondiale de puces. Donc c'est une très grosse ambition. Bon, évidemment, c'est pas les mêmes choses, quoi. Bon, c'est intéressant de voir cette orientation autour du matériel. Tu sais, quand on regarde quand même les résultats, on peut trouver que les résultats des boîtes de la tech qui sont basées sur la pub, finalement, engrangent plus de revenus que les boîtes basées sur le matériel. Donc parfois c'est déstabilisant quand même de se faire ce type de panorama. Non, mais carrément. J'enfonce des portes ouvertes peut-être, mais c'est vrai que quand on compare les chiffres, c'est quand même assez oui, ça fait depuis longtemps. Mais après, tu pourrais dire ça de trucs beaucoup moins sexy, mais tout aussi importants, comme, je sais pas, les compagnies pétrolières, les compagnies logistiques, les compagnies qui fabriquent des, tu vois. Mais qui ont des anciennetés quelque part assez comparables, je trouve, la pub et le matériel. Oh non, c'est pas vrai en plus que je dis. C'est pas vrai. Je m'égare sur des comparaisons précipitées qui sont pas très pertinentes. On va plutôt rebondir encore une fois sur les résultats parce qu'il y en a quand même qu'on doit mettre à l'honneur. Alors je sais pas de quelle manière, est-ce que c'est avec un bonnet d'âne ou pas, mais en tout cas c'est une entreprise qu'on a l'habitude de critiquer dans Tech Café épisode après épisode. C'est Meta, Guillaume, qu'est-ce qui leur est arrivé? Meta, ils sont dans une courbe qui est verticale mais vraiment dirigée vers le bas en ce moment. Oh ouais, alors bon, faut voir que Meta c'est devenu deux entités distinctes. Donc d'un côté il y a la famille d'app, c'est comme ça qu'ils s'appellent, hein. Donc évidemment c'est Facebook, Instagram, WhatsApp. Et de l'autre côté il y a la division réalité virtuelle, donc les Reality Labs. Donc c'est la vraie partie méta en fait, hein, proprement dite, avec des vrais bouts de métaverse dedans. Et donc globalement, Meta affiche un chiffre d'affaires de 117 milliards, soit 37% de mieux que l'année d'avant, avec un bénéfice de 46 milliards. Donc tu vois que la ruine n'est pas non plus à sa porte. On va pas les plaindre.
Tout ça vient de la famille d'app, comme ils disent maintenant, parce que la partie Reality Labs, elle, c'est un gouffre afrique monumental qui est grillé pas moins de 3,3 milliards seulement sur le dernier trimestre. Rien que sur le dernier trimestre. Donc 10 milliards par an, globalement, on va dire, c'est ce que Meta semble prêt à encaisser en perte dans la perspective de créer un tout nouveau marché pour la pub, donc ça laisse songeur. Mais bon, Meta peut se le permettre, en tout cas pour l'instant. Et en eux-mêmes, les résultats sont pas mauvais, mais ils sont pas à la hauteur des attentes. La nouvelle politique d'Apple sur iOS aurait un impact de plusieurs milliards, c'est pas négligeable. Et pire, pour la première fois, la base d'utilisateurs de Meta, enfin de Facebook en particulier, stagne, voire elle est même en légère baisse aux États-Unis, 1 million d'utilisateurs actifs mensuels en moins sur le dernier trimestre. Bon, le fait qu'il en reste encore pratiquement 2 milliards n'a pas empêché une panique boursière et une action qui a plongé de 26%, ce qui a poussé plein de gros titres selon lesquels Meta accuserait la plus grosse perte de valorisation boursière de l'histoire à 237 milliards de dollars évaporés du jour au lendemain. Mais en fait, non. Cet argent, il n'a pas disparu parce qu'en fait, il n'a jamais été là. En gros, la capitalisation boursière, c'est le nombre d'actions multiplié par la valeur de l'action. Donc, si l'action chute, évidemment, la capitalisation s'effondre, mais tout ça, c'est virtuel, si tu veux. Tu vois, c'est pas des fonds propres de l'entreprise qui partiraient. Non, c'est-à-dire que cette valeur, elle est virtuelle. Il faudrait, pour la réaliser, il faudrait vendre l'action. Et évidemment, toute vente influe sur l'offre et la demande, et donc sur la valeur elle-même de l'action. Donc, en réalité, tout ça, c'est un petit peu virtuel. D'ailleurs, presque tout le monde a baissé ces temps-ci. Apple lui-même aurait perdu 180 milliards. Est-ce qu'on s'inquiète pour Apple ? Qui s'inquiète pour Apple, franchement ? Bon. Enfin, il en reste pas moins que l'action a quand même évidemment bien chuté. Ça reflète quand même une crainte, celle que Facebook soit en perte de vitesse. Pour le renouvellement de ses utilisateurs, déjà, puisqu'on sait à quel point TikTok, Snap, sont des concurrents majeurs, et aussi pour les possibilités de ciblage publicitaire. Alors, il y a iOS, mais c'est qu'un début, parce que les législateurs américains et européens planchent sur des projets qui ont de quoi faire dresser les petits cheveux sur la nuque chez Facebook, et pas que lui. Et on en avait parlé la dernière fois de tout ça. Et au-delà du ciblage, il y a même d'autres problématiques qui pourraient forcer Facebook de quitter l'Europe. Oui. Alors, c'est pas juste mon propre fantasme, pas uniquement. Ce ne sont pas que tes vœux pieux, c'est aussi une prise de position hyper maladroite en plus, mais bon, en gros, ils agitent le bâton, Guillaume. En fait, la Cour européenne de justice a décidé en juillet 2020 que le transfert transatlantique de données n'était pas soluble dans le RGPD. Donc le Privacy Shield permettait aux Américains de stocker et d'exploiter, le cas échéant, les données des utilisateurs européens aux US. Et bon, après des années de procédure, en juillet 2020, il était invalidé. Donc c'est pas une nouveauté, Facebook avait déjà menacé de partir. On l'avait probablement déjà relayé. Mais on avait déjà imaginé que perdre 400 millions d'utilisateurs potentiels, c'était pas trop envisageable. Surtout que c'est des utilisateurs qui rapportent beaucoup. Parce que je veux pas être méchant, mais enfin, un Européen, ça rapporte plus qu'une personne dans un pays qui est moins riche, évidemment, tu vois. Donc, 400 millions d'utilisateurs et 400 millions d'utilisateurs potentiels qui sont quand même à forte rentabilité. Alors, c'est vrai que tout dernièrement, dans un courrier à la Security Exchange Commission, Meta écrit noir sur blanc qu'il pourrait parfaitement se retirer du marché européen à cause donc du Privacy Shield si un nouveau cadre n'est pas adopté. Je cite d'ailleurs, ils ne seront plus en mesure d'offrir bon nombre de produits et de services les plus importants, y compris Facebook et Instagram, dans l'Union européenne. Bon, honnêtement, je serais le premier surpris de les voir je serais le premier surpris et le dernier attristé de les voir partir. Mais j'y crois pas vraiment. Ça ressemble plus à un gros coup de bluff. Peut-être une grosse marque de nervosité aussi, mais voilà, Facebook va pas mourir demain. Il semble juste un tout petit peu moins puissant. Le métaverse va devoir se dépêcher de venir, si tu veux, parce qu'ils espèrent que ce sera un gros relais de croissance. Mais enfin, je m'inquiète pas des masses non plus. C'est-à-dire quand on est une boîte telle que l'entreprise qui gère ces services-là, un Meta, inévitablement, d'ailleurs on pourrait se positionner même à la place de Facebook, donc du coup avant cette annonce de changement de nom et de stratégie à long terme autour d'un métavers, quand on est une telle entreprise et que tu veux nécessairement continuer à croître, il faut effectivement que tu trouves des gros relais de croissance, et quand tu commences à atteindre une telle masse d'utilisateurs, que tu as des tels services qui, quoi qu'on en dise, peuvent pas se réinventer indéfiniment,
indéfiniment. Tu peux faire de l'incrémental, tu peux innover. Tu peux jongler aussi sur, effectivement, Snapchat qui avait justement initié pas mal de prises de parole en story au format vertical dont on parlait juste avant, et ils ont su très très bien se les réapproprier chez Facebook pour Instagram. Mais au bout d'un moment, faut bien que tu trouves des relais, que tu trouves comment te réinventer, comment croître de manière plus conséquente. Et je comprends sur le papier l'intérêt qu'il pourrait y avoir pour eux à avoir un métavers. Mais bon, encore faut-il que quelque chose arrive qui soit un petit peu tangible. On en reparlera inévitablement. En attendant, justement, c'est une transition toute trouvée pour nous pour enchaîner sur une autre rubrique, une autre série de news, Guillaume. On va parler... J'ai envie parfois de temps en temps de citer ce que tu nous mets dans les notes de l'émission pour vous donner envie d'aller jeter un coup d'œil. Mais tu vas nous parler de Meta qui interdit le tripotage virtuel de membres invisibles. J'adore. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Un des premiers trucs qu'on avait remarqué avec Horizon Worlds, donc c'est l'espace social en réalité virtuelle, sur ce qui désormais s'appelle le MetaQuest, c'est que les avatars n'avaient pas de jambes. Et donc, par voie de conséquence, pas d'entrejambes. Ni de fesses d'ailleurs. Donc c'est une solution expéditive. T'appelais ça les mis sans jambes d'ailleurs. Ça ressemble quand même pas mal à des mis sans jambes, oui. C'est vrai. Et donc c'est une solution expéditive au problème des mains baladeuses que permettaient les très efficaces Oculus Touch, évidemment. On dit MetaTouch peut-être d'ailleurs, maintenant je sais pas, je m'en fous. Et pourtant, il me semble que ce soit pas suffisant. Manifestement, il y a des gens qui se sont débrouillés pour être extrêmement lourdingues quand même. Avec des membres fantômes. Voilà, la créativité n'a pas de limite, je sais pas où ils ont mis leurs mains, mais écoute, Meta instaure désormais une barrière invisible autour de chaque avatar, puisqu'il y a une distance minimale qui est de 1,20 m désormais entre chaque avatar en 3D. C'est un début, bientôt on pourra sans doute le régler, plus court si t'es plus intime, je suppose, ou plus loin si tu vas être tranquille, donc je me demande comment il réagira quand je mettrai 10 mètres, je sais pas, on va voir. Mais bon, le métavers... Autant de distance qu'entre Poutine et Macron quand ils font leur réunion aussi. Oui, mais puis en plus, il y a Covid quand même. Donc, enfin, en tout cas, voilà, le métavers, c'est encore à l'idée d'ébauche d'embryon, mais les questions liées aux droits, aux règles et à leur transgression, ça commence tout de suite. Et c'est bien quelque part qu'on voit ces sujets arriver tout de suite et qu'on n'attende pas trop longtemps, ça rend les choses très concrètes. Il y a d'autres problèmes qu'on continue à suivre. Bon, d'une part, il y a cette espèce de buzz que représente justement le métavers, les NFT, enfin tous ces buzzwords qui commencent à apparaître de manière florissante dans plein de thématiques, et surtout d'autres questions autour de ces innovations sur la réalité augmentée, Guillaume. J'adore. Oui, déjà, je te propose de renommer le podcast pour être plus tendance. Qu'est-ce que tu dirais de Métacafé ou de Métacaféverse, oh, oui. De Café Versé, Techverse, le Café Versé, c'est pas genre. Ou alors vous êtes plutôt NFT ou café? Bon, enfin voilà, moi je vois pas où est le problème, tout le monde le fait. Regarde, Sensor Tower montre qu'entre novembre et janvier, plus de 550 applications ont changé de nom pour mettre Metaverse dedans. Et pas seulement Metaverse d'ailleurs, puisque c'est aussi souvent naturellement associé à d'autres termes tendances comme crypto, NFT, AR et VR. Celui qui arrive à tout cumuler sur le même nom, il est très très bon. Ouais, tu sais que... Attends pas. Je suis sûr que t'en as vu passer. Moi, c'est clair. Déjà, souviens-toi de Voiceverse NFT, attention. Ah oui, c'est vrai. Les types d'apps d'ailleurs, en plus, les types d'apps qui ont Metaverse dans leur nom, c'est des jeux en majorité, à la limite. Et juste après, c'est des apps financières quand même. Voilà, c'est des apps financières dans le métaverse en réalité virtuelle avec des NFT dedans. C'est vrai que les jeux, après, tu peux comprendre sociales. à la limite, l'intention, mais bon, les autres. Alors, les apps sociales. Moi, je dis pourquoi pas nous. Mais bon, voilà, on en rigole, mais bon, voilà, d'ici 5 ou 10 ans, c'est quand même pas du tout exclu que la réalité augmentée soit largement démocratisée, que même sans aller jusqu'à un métaverse hollywoodien, je dirais, on ait des couches de réalité multiples qui soient associées à des lieux réels, qui en créeraient quelque part des lieux parallèles, qui auront leur propre dynamique, leur propre existence, qui pourront être totalement parallèles au sens propre, ou bien pas complètement. Des mondes parallèles qui pourraient être étanches, ou pas totalement avec le monde réel. Alors le premier exemple qui vient à l'esprit immédiatement, c'est Pokémon Go. Avec les Pokéstop, qui sont effectivement des lieux réels représentés sur un environnement en réalité augmentée. Tout à fait. Et les Pokémon et les Pokéstop sont ancrés dans des lieux réels, mais bien sûr, ils existent dans leur monde à eux. Tu les vois pas, mais ça ne les empêche pas d'avoir des conséquences tout à fait remarquables sur le monde réel. Absolument. Quiconque a vécu la fièvre Pokémon de 2016 se souvient des attroupements, des mouvements de foule. Quiconque a eu un Pokéstop devant chez lui réalise que les mondes virtuels sont pas forcément étanches avec le monde réel quand même. Et un jour, si la réalité augmentée est largement répandue, ça pourrait poser des problèmes pratiques et légaux de nouveau genre. Donc c'est un article de protocole qui préfigure un petit peu tout ça, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc le journaliste, apparemment, est heureux propriétaire d'une maison à Auckland, et il s'intéressait à Upland. Donc Upland, c'est une sorte de monopoly blockchain,
Donc il s'est rendu compte que sa maison, sur ce Monopoly-là, avait été achetée par quelqu'un dans le jeu. Et qu'il la louait d'ailleurs, et qui percevait un revenu pour ça. Alors bien sûr, c'est pas sa maison, c'est le lopin de terre qui est à son adresse et qui est dans le jeu Upland. Donc il perçoit pour ça un revenu qui est un revenu in-game, hein, mais qu'il est quand même possible de transformer en dollars, même si pour le moment ça donnerait un montant dérisoire. Donc pour l'instant, Upland c'est vraiment un crypto-monopoly, qui est joué sur Google Maps, quoi, globalement, hein, pour donner une idée. Donc les propriétés peuvent être achetées, revendues, louées, et pour le moment, c'est un peu tout, mais ça pourrait évoluer vite, hein. Donc les concepteurs de Upland, en fait, ils ont inventé ça en matant Stranger Things. Je rigole pas, c'est ce qu'ils disent. Avec le concept du monde à l'envers, tu vois, la réalité a une seconde couche, quelque part, quand tu retournes le plateau de jeu. Et donc, en utilisant des données de Mapbox et des NFT, ils ont lancé un jeu qui a quand même déjà presque 100 000 utilisateurs annuels. Et comme au Monopoly, évidemment, hein, tout le monde a envie d'avoir le plus de terrain possible aux meilleurs endroits. Donc, d'abord, c'est à San Francisco que ça s'est développé, maintenant il y a New York, il y a Auckland aussi, et puis... je crois qu'il y a la Nouvelle-Orléans, un truc comme ça. Et donc, il y a des enchères, il y a des endroits qui sont prisés, comme les musées, etc. Et la question qui se pose déjà, hein, c'est le vrai propriétaire des lieux a-t-il son mot à dire ? Alors, pour le moment, non. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, seules les adresses sont utilisées, en fait, hein, et les adresses sont des données publiques. Les adresses, les rues, tout ça, c'est données publiques. Donc, le petit jeu de Monopoly n'a rien... il interfère en rien avec la vie quotidienne des gens qui habitent effectivement aux adresses. Mais Upland, il va pas en rester là. Et c'est pas le seul acteur. Il y a un autre truc qui s'appelle Spot Selfie, qui veut être le réseau social du Metaverse, bien entendu. Alors le concept, c'est assez simple, hein. Vous pouvez épingler des photos, des commentaires, des vidéos à des endroits précis. Donc ça rajoute une couche sociale à la réalité. C'est un petit peu comme si au lieu d'aller sur la page de ton pote, tu peux mettre devant la tour Eiffel, tu peux mettre ton commentaire sur la tour Eiffel et tes potes, quand ils visent la tour Eiffel, ils voient ton commentaire par exemple, tu vois. Donc tout ça, c'est monétisable bien sûr par de la pub, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Et donc, les utilisateurs, qui peuvent être des boîtes, hein, évidemment, des entreprises, peuvent acheter des sites géographiques, des terrains à des endroits réels, premier arrivé, premier servi bien sûr, parce qu'il n'y a rien de meilleur pour les affaires que la FOMO, hein, c'est bien connu. Donc une fois que tu possèdes un lieu, entre guillemets, hein, tu peux lui donner un nom ridicule si ça te chante, tu peux poster du contenu dessus, où que tu sois, et pas seulement quand tu passes devant. Tu peux vendre des choses, via des magasins, où tu peux faire de la pub, etc. Tu peux monétiser ce truc-là. Et donc, si tu le veux, tu peux aussi empêcher ta maison, par exemple, de se faire vendre sur Spot Selfie. Pour ça, il faut encore savoir que Spot Selfie existe. Oui, Spot Selfie, maintenant que j'en parle, peut-être que ça représente, les gens qui savent que ça existe, ça représentera peut-être 0,01% de la population, tu vois, mais bon. Bien sûr, si un Manos, un random, achète l'emplacement de ta maison sur Spot Selfie et il met une pub Lidl, ça va pas changer ta vie. Tu t'en rendras même pas compte. Mais il n'est pas difficile d'imaginer que des marques, par exemple, puissent organiser dans ton jardin des événements divers, des défilés de mode, des expos, des events de jeux vidéo, etc. Et si une proportion considérable de gens peuvent le voir, soit avec des téléphones, soit avec des lunettes, peut-être que tout le monde aura peut-être sur le nez dans 7 ans, ça peut devenir un problème très réel. D'une part pour les nuisances que ça pourrait causer, et d'autre part pour le sens qu'aurait alors la propriété du lieu, et les droits de jouissance qu'elle apporte dans le monde, dans ce monde-ci et dans les autres. Si on se projette dans un futur où les lunettes de réalité augmentée sont monnaie courante, hein, et qu'elles peuvent afficher une multitude de mondes parallèles, des lieux pourraient avoir plein de propriétaires différents, et qui voudraient faire plein de choses différentes avec. Et le propriétaire du lieu réel devrait-il être automatiquement celui du ou des lieux virtuels correspondants ? Sinon, qu'est-ce qu'il a comme droit ? Donc c'est des questions qui seront peut-être un jour sur le bureau des avocats d'ici une petite dizaine d'années ou même avant, mais d'ores et déjà, il y a des gens... il y a des politiques, évidemment, bien sûr, et il y a même des gens qui cherchent déjà des solutions, comme chez GeoWeb, par exemple. Bon, alors, en l'occurrence, leur solution actuelle me semble complètement perchée, puisqu'elle revient à imposer une taxe foncière sur le métaverse. Je rigole pas, le principe c'est que les droits sont gérés par GeoWeb, donc les gens viennent chercher chez GeoWeb les droits, eux ils ont une blockchain qui permet de stocker en fait les droits de propriété, donc du métaverse, enfin en tout cas des lieux que les gens vont utiliser dans leur métaverse, et toi de ton côté tu donnes un prix à ta propriété, et tu payes un pourcentage de cette somme chaque année pour conserver le droit, sinon quelqu'un peut venir et acheter ta parcelle au prix que tu as décidé. Mais du coup tu es obligé de vendre.
Donc le but est de créer un équilibre et de sortir du premier arrivé, premier servi, parce que ça c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Bon, je vous laisse imaginer comment expliquer cette nouvelle taxe à ton tonton, à ta mamie, d'ici 5 ans, ou à n'importe qui en fait. Bon. Donc perso, j'y crois pas une seconde. Je trouve l'idée un peu débile en fait, et tellement éloignée de la réalité du terrain, quoi. Je veux dire, où 99% des gens auraient à payer alors qu'ils ont que faire de la réalité augmentée, encore pendant de nombreuses années sans doute. Mais bon, ce qui est possible, voire probable, c'est que ça soit le Far West, encore une fois, et qu'il y ait une myriade d'acteurs, gros et petits, qui se stabilisent avec quelques gros, et avec une décennie de retard, les lois évoluent petit à petit et s'adaptent, après une multitude de procès de propriétaires ulcérés, un petit peu comme d'habitude en somme. Je pense qu'effectivement, une situation presque idéale, là, quand tu dessines cet environnement et les dérives que ça pourrait avoir, ce serait effectivement que les politiques, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, ce serait que les politiques instruisent ce sujet comme étant une composante de la propriété physique. Je pense que c'est pas inintéressant comme réflexion, dans la mesure où pendant très longtemps, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on a pu concevoir la propriété comme étant quelque chose d'assez plat et d'assez réduit à sa définition simple de où est ta maison, quoi. Et inévitablement dans le temps, il a fallu composer avec d'autres dimensions, notamment celle du ciel. Donc jusqu'où ça s'arrête, jusqu'où tu peux faire des choses, qu'est-ce que tu as le droit de faire dans le sous-sol aussi. Et je me dis finalement que ce serait énormément logique que de définir que à partir d'une certaine mesure, quand tu reproduis la réalité dans une dimension numérique, que tu ne puisses pas en tant qu'entreprise privée te l'approprier et que ce soit conservé par le propriétaire physique. Mais évidemment, c'est tellement difficile à définir dans les détails et c'est très incantatoire ce que je suis en train de décrire, que la réalité nous laisse imaginer qu'effectivement il va y avoir des années à la fois passionnantes et déroutante autour de ces enjeux-là. Donc c'est un très bel article effectivement à aller consulter. Est-ce que tu penses que la solution idéale, c'est effectivement faire évoluer la définition dans les pays de la propriété physique ? Ouh là là, c'est pour intégrer la propriété dans un monde. Je pense que d'ici, alors pour l'instant c'est pas vraiment un enjeu évidemment, mais bon. Bien sûr. Ça va dépendre de comment la technologie évolue, parce que peut-être que ça ne sera jamais vraiment un enjeu, peut-être que ça restera niche et on ne sait pas en fait pour l'instant. Mais si vraiment ça devient complètement normal, si effectivement, sans même parler de métaverse, s'il y a une réalité augmentée, s'il y a des réalités augmentées, avec des diverses couches comme ça. Oui, il va falloir clairement que les pouvoirs publics s'en mêlent à un moment ou à un autre, je pense. Mais bon, après, comment, c'est beaucoup plus compliqué. On verra comment ça évolue. Je pense qu'il faudra voir aussi en fonction des usages et de la manière dont les technologies évoluent, quoi. Rendez-vous dans 5 ans quand tout le monde se plaindra d'être squatté dans un monde alternatif de chez lui par des sociétés qu'il n'a pas désirées. On va virer les métasquatteurs. Il faudra virer les métasquatteurs, mais c'est vraiment ça que ça dessine, c'est ça que c'est génial. C'est très bien écrit, encore une fois au passage, ça fait partie de ces articles qui sont très bien écrits, où le mec explique qu'il a effectivement quelqu'un qui loue son appartement, enfin sa maison plutôt, dans un monde virtuel. Il y a un acteur dont on parle pas si souvent que ça quand on parle de réalité augmentée, de monde virtuel comme ça, et pourtant, c'est quelqu'un qui a pris la parole de manière très forte, c'est Microsoft avec HoloLens. Est-ce qu'on n'a pas des éléments d'actualisation là-dessus, Guillaume ? Bah oui, là on était dans la prospective totale, mais pour le moment c'est parce que force est de constater que pour l'instant les lunettes de réalité augmentée qu'on nous promet depuis des années maintenant, peinent quand même franchement à se matérialiser. Alors je rappelle que Magic Leap, qui était censé mettre notre vis en dessous avec des lunettes magiques, a été fondé en 2010. Par charité. 2010, ça fait plus de 10 ans. Oui. Je suis hyper étonné, je l'avais pas en tête. Parce que ça fait quand même quelques années, quand on fait les exercices de fin d'année, de bilan et de prospective de l'année à venir, où on dit réalité augmentée, réalité virtuelle, le trend. Mais en fait, ça fait 10 ans déjà, c'est incroyable. Mais oui, mais de toute façon, c'est pareil. Je l'avais pas en tête. Donc, je vais passer sous silence Google Glass par charité chrétienne. Par contre, ce qui deviendra l'Oculus Quest, c'est quand même un projet qui date de 2012 aussi. Et HoloLens a été présenté pour la première fois en 2015. Donc il y a presque tout juste 7 ans, en fait. C'était en janvier. Et donc j'ai pas l'impression que la technologie ait énormément évolué durant toutes ces années, en fait. Il y a eu un gap quand même entre le HoloLens 1 et le HoloLens 2, et l'enjeu, c'est le HoloLens 3. Bon, 7 ans, c'est vrai que c'est long, il y a eu que 2 itérations pour l'instant, et c'est vrai que la prochaine version, c'était le gros truc. Alors, il y a un long article de Business Insider qui indique que l'équipe HoloLens aurait des soucis
aurait eu des soucis à choisir quelle direction prendre pour le troisième appareil. Donc c'est la division Mixed Reality, donc qui est chaperonnée par Alex Kipman, qui est co-créateur de l'HoloLens. C'est lui qui a réussi à pousser Microsoft à déverser des milliards dans la division en 2015. C'était un projet de long terme pour Microsoft qui était censé créer un nouveau marché pour la marque et pour Windows aussi. Donc HoloLens a vu le jour. Il a été conçu initialement comme un produit pro, donc il a gagné quelques clients dans divers secteurs, comme Ford ou ThyssenKrupp. Donc Microsoft aurait vendu quelques dizaines de milliers de casques. Ça fait $3 500 le casque, donc c'est pas mal, mais enfin, c'est des recettes de quelques dizaines de millions, ça représente que dalle pour Microsoft, disons-le. Donc le contrat le plus juteux de HoloLens, pour l'instant, c'est celui avec l'armée américaine. Un chiffre faramineux de presque 22 milliards sur 10 ans, qui a été évoqué quand même. Après un contrat de 480 millions déjà en 2018 pour des prototypes. Bon, toujours d'après Business Insider, les HoloLens militaires seraient en retard. Les performances et la qualité seraient pas au niveau, le Pentagone est clair, elles n'ont pas encore démontré qu'elles pourraient être utiles en combat. Bon, il y aura des désaccords internes en fait sur les priorités qui auraient poussé des ingénieurs à partir. Alors, de fait, sur LinkedIn, on constate que 25 employés de la division Mixed Reality de Microsoft sont partis pour aller chez Meta. En 2021, il y avait une bonne vingtaine l'année d'avant. Selon le Wall Street Journal, ça serait même une centaine de personnes qui se seraient barrées chez Meta. Ce qui ressort de l'article, c'est que Microsoft commence un peu à s'impatienter. Après des dizaines de milliards dépensés pendant 7 ans, la boîte serait par contre un petit retour sur investissement un peu tangible. Et la division Mixed Reality, elle serait aussi mixte sur la direction à prendre pour réaliser ce truc-là. Donc aller vers un casque grand public. Et du coup, quel sacrifice faire pour tailler le prix massivement à la baisse, parce que 3500 balles, je rappelle, pour contrer Meta et Apple aussi sur ce marché, qui n'existe pas encore. Ou bien continuer dans le sel pro et militaire, ce qui s'avère plus difficile que prévu. Finalement, Alex Kipman s'est exprimé sur Twitter pour dire que HoloLens 3 se portait très bien, mais plus tard, un autre article révèle que Microsoft opérerait bien un virage technologique pour HoloLens 3. Le nom de code, c'était Calypso, voilà, comme la danse antillaise, ou le bateau de Cousteau. Donc Calypso, c'était un HoloLens autonome comme les autres, en fait, comme l'évolution naturelle de ce qu'on verrait par rapport à l'HoloLens. L'itération. Et selon Business Insider, il serait annulé en faveur d'un projet conjoint avec Samsung, qui s'appellerait Project Bondi. Mais pas comme la ville de banlieue, avec un I, comme la Bondi Beach à Sydney. Mais bref, Bondi serait plus simplement un casque avec des écrans qui se brancheraient sur un téléphone. Le téléphone serait là pour faire une unité de calcul, ou pour relier les calculs vers le cloud. Donc un truc pas du tout adapté aux besoins de l'armée, donc, de ThyssenKrupp à la limite, mais du Pentagone certainement pas. Donc il est possible que Bondi soit peut-être le casque grand public, en tout cas le casque civil on va dire, et que Microsoft continue de l'autre côté le projet Delaware. Le projet Delaware, c'est le casque de réalité autonome pour l'armée qui devrait être l'unique HoloLens 3, mais qui sera peut-être une déclinaison si tu veux. Tu vois, on a l'impression que Bondi pourrait être une réponse au futur casque Apple, quand Delaware pourrait évoluer indépendamment pour les besoins spécifiques de l'armée. Pour l'instant, on n'a pas de clarification de Microsoft, Je pense pas que Microsoft lâche le morceau de la réalité augmentée comme ça de toute façon. Mais bon, on verra. Pour l'instant, c'est encore des spéculations. Qu'est-ce qui, d'un point de vue consommateur, moi c'est vraiment la question que je me pose, qu'est-ce qui peut faire confirmer la pertinence de ce marché auprès notamment du grand public ? À chaque fois, on pense aux, entre guillemets, révolution d'Apple, et on peut comprendre que quand ils ont apporté l'iPhone, ils ont apporté un dispositif très malin, qui d'ailleurs n'était pas, quand on y pense, fondamentalement révolutionnaire techniquement, mais dans son intégration, dans sa proposition de valeur, a été très intéressant, et pour cause, ça a bouleversé un petit peu le marché du mobile. Les autres constructeurs, quelque part, ont suivi aussi ce mouvement. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait faire que, fondamentalement, les usages soient confirmés pour de la réalité augmentée, au point que un Apple pourrait être en train de proposer un fer de lance, que les autres suivraient, ou au contraire, qu'un Microsoft proposerait un produit qui convaincrait tout le monde? Moi, j'ai du mal, aujourd'hui, à concevoir qu'est-ce qui pourrait arriver après les équivalents de prototypes qui existent aujourd'hui en matière de réalité augmentée, et qui confirmerait des usages viables au quotidien. J'ai énormément de mal. Je ne sais pas si toi, tu as une idée de ce que ça pourrait être au final. Au final, non mais après, de ce que ça pourrait être au final, pour l'instant, on ne sait pas. On sait que Apple Pardon, est sur quand je dis au casque final, qui est... c'est de manière cohérente aujourd'hui, pas dans 10 ans, tu vois. Mais techniquement, qu'est-ce qui pourrait arriver aujourd'hui dans les usages ? Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai l'impression, Apple, Meta et Microsoft
vont faire des casques hybrides, c'est-à-dire des casques qui permettront donc d'avoir de la réalité mélangée, donc augmentée ou virtuelle, ou l'un ou l'autre, ou les deux, quoi. Et qu'ils vont développer des applications pour ça, et que ces applications, en fait, ils vont essayer de développer des applications qui pourraient être des killer apps, des raisons d'acheter d'autres casques plus tard, qui seront plus légers, qui seront plus sophistiqués, qui surtout seront aussi plus grand public, quoi. Là, pour l'instant, la génération de casques qui est en train de faire Apple, ça a quand même l'air plus d'être un casque pro, soit pour le secteur professionnel, soit pour les développeurs, pour développer des trucs qui seront grand public, mais plus tard. Pour l'instant, là, on est dans le développement des prototypes des casques développeurs qui donneront peut-être les applications killer app dans 5 ans. Il y a deux cas d'usage, deux grandes familles de cas d'usage que je vois. Il y a effectivement dans l'industrie, et là d'ailleurs j'avais fait un épisode où on avait expliqué qu'il y avait déjà des cas d'usage hyper chez les pros, clairement, aujourd'hui. Oui, voilà, chez les pros, je peux le comprendre. Maintenant, est-ce que ce sera une révolution des usages au quotidien pour le grand public ? Moi, j'en suis hyper pas convaincu. Je suis hyper sceptique. Après, il y a un environnement dans lequel ça peut avoir vraiment beaucoup de sens, et je pense que c'est là aussi où le grand public est très convaincu. C'est dans le jeu vidéo, mais là aussi, qu'est-ce qui peut être apporté de fondamentalement nouveau par rapport à des casques qui ont déjà des performances qui sont soit honnêtes, honorables, ou qui vont très très vite s'améliorer. On parle du PSVR 2, tu vois. Oui, non, mais les casques VR actuels, ils sont perfectibles dans absolument de toutes les manières possibles, imaginables. Donc il y a vraiment une grosse marge de progression. Et puis là, on parle de réalité augmentée aussi. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs voies. Hein. Soit il y a la voie avec les guides d'onde, comme il y avait par exemple avec les Google Glass, soit il y a la voie avec en fait des casques de réalité virtuelle, mais des caméras haute résolution, comme c'est la voie de Vario par exemple. Bon, il y a plusieurs possibilités. On verra ce que fait Apple. Je pense qu'Apple va donner là aussi, parce que ils y croient apparemment vraiment beaucoup, ils investissent énormément. Bon, on va voir ce qu'ils proposent. J'ai hâte d'être étonné et surpris, et quelque part enthousiasmé, parce que eux tous proposeront. Donc on va continuer à surveiller ça de très très près. En attendant, nouvelle rubrique avec un monde qui est en constant changement et qui, du coup, ne ressemble jamais à ce qu'il était la semaine d'avant, ou en tout cas, c'est des trajectoires qu'il faut suivre. Allez, on va commencer avec l'évolution des commissions aux Pays-Bas, alors sur certaines applications, pour la vente donc d'applications de services in-app par Apple. Guillaume, grand geste, j'ai l'impression. Ouais, oui, la seule constante, c'est le changement. Hein. C'est Bouddha qui disait ça, donc on est dans de la valeur sûre, quand même, c'est pas mal. Donc on commence avec Apple qui se fait pas que des amis en Hollande, hein, c'est vrai, puisque voilà, les Hollandais en ce moment ils sont énervés, hein, d'ailleurs, t'as vu, puisqu'il va falloir leur démonter un pont historique à Rotterdam pour faire passer le méga yacht de Jeff Bezos. Oui, c'est vrai. Le voilier de 127 mètres de 430 millions d'euros. Bon. Bon, en tous les cas, ce qui est rigolo, c'est qu'on parle de ce truc-là parce que c'est Jeff Bezos. Ça aurait été n'apport quel autre richissime personnage. Je suis pas sûr qu'on en aurait parlé aussi. Hein. Si, ça fait scandale aussi. C'est juste qu'on n'aurait pas connu le mec, mais à mon avis, on en aurait parlé aussi. Bon, en tous les cas, quand un milliardaire demande le démontage d'un monument historique, je pense que c'est le genre de truc. J'avoue. Bon. Toujours, voilà, Apple donc aux Pays-Bas. Donc Apple s'illustre encore et fidèle à lui-même quand il s'agit de pognon. C'est qu'aux Pays-Bas, Apple est obligé d'autoriser des services de paiement tiers pour ses apps de rencontre. Enfin, pour les apps de rencontre sur l'App Store. Alors, ça c'est bien, hein, sauf que voici les détails. Les apps doivent être exclusives aux Pays-Bas. Ça doit consister donc en seulement une URL simple, sans aucun paramètre, hein, le moyen de paiement. Donc c'est juste une URL dans le truc. Tous les paiements externes doivent être rapportés à Apple. Les services de paiement doivent permettre aux devs de payer une commission à Apple de 27%. Et oui, puisque Apple taxe à 27% toute transaction interne à l'App Store. Et comme les fournisseurs de services externes aussi ont leurs frais, vous gagnez rien si ces derniers sont supérieurs à 3%. Donc autant dire que vous gagnez que dalle à passer par des services tiers, puisque c'est plus compliqué, c'est plus restrictif et ça coûte au moins aussi cher. Donc Apple contourne la loi, hein, parce que oui c'est possible, mais en pratique c'est sans intérêt. Les devs sont globalement furax, donc ça augure de la manière dont Apple opérera si jamais ce genre de législation s'étend. Il fera absolument tout pour préserver ses marges en emmerdant le monde. Mais c'est quand même tellement gros, Apple traîne des pieds de manière tellement bruyante que l'ACM, donc c'est l'Authority for Consumer and Markets, leur a mis une nouvelle prune de 5 millions.
Ils l'avaient déjà fait, puisqu'apparemment, toutes les semaines, ils vont leur mettre une prime de 5 millions s'ils continuent à faire la mauvaise tête. Et je crois que c'est la prune qui s'appelle tu te prends pour qui? Je joue pas au con. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Il y a un petit peu de ça. Mais bon, enfin, c'est un point de vue, parce que pour Apple, c'est une question de sécurité. C'est que c'est la priorité absolue, la sécurité Bien chez sûr. Apple. Enfin, sauf quand il s'agit de te vendre des gadgets au kilo, hein, parce que j'avais parlé des AirTags, dont les usages peuvent être, disons, très diversifiés, hein, et pas toujours très rassurants. Bien sûr, Apple met en place des garde-fous pour éviter de se faire traquer, hein, pour éviter le stalking. Hein, donc il y a le haut-parleur qui est censé hurler s'il te voit plus pendant quelques heures. Ben, figure-toi que ça n'arrête pas tout le monde, puisque sur Etsy, on pouvait trouver tranquille des AirTags avec haut-parleur soigneusement désactivés pour $77. Au moins, on se demande pas pourquoi c'est faire. Alors, le vendeur Etsy, il est parti, hein, bien sûr, mais je suis sûr qu'on en trouve ailleurs, et je suis sûr aussi que c'est pas très difficile à faire soi-même. Oui. Bon, si vous n'êtes pas sur iPhone, ton seul recours, c'est l'application Tracker Detect, donc une application Android, hein, prenez-la si vous avez des doutes. C'est pour savoir si on vous espionne avec un AirTag. Donc c'est une appli qui est minimaliste et qui est même pas foutue de rester en tâche de fond. Pour une boîte dont la sécurité est une priorité, c'est pas très impressionnant. Ouais, mais la sécurité sur Android, c'est pas leur priorité, tu penses? Ah bah tu penses bien. Ouais, ça pose question. D'autant plus qu'on sait très bien qu'ils sont très forts pour rendre inopérant un appareil sur lequel tu changerais un composant, notamment sur iPhone. Donc bon, j'imagine qu'il y a des solutions. Il faudra attendre les AirTags 2. Ce sera une révolution, Guillaume. Évidemment. Tu pourras pas retirer les haut-parleurs sans qu'il y ait des vrais problèmes. Au passage, magique. ils ont annoncé aujourd'hui la confirmation d'un service qui avait été apporté dans des rumeurs. C'est Tap to Pay. Et en gros, c'est une fonctionnalité. On imagine sous la forme d'un SDK, on attend vraiment les détails de mise en œuvre, mais qui permet de transformer ton iPhone comme étant un terminal de paiement pour encaisser des paiements par carte bancaire. En l'occurrence, Stripe fait partie des acteurs qui sont en lien avec cette annonce, en tout cas qui font partie des premiers partenaires. C'est intéressant de voir que Apple propose ce service-là. On aura évidemment plus de détails dans les semaines et les mois à venir, et j'imagine à la WWDC en juin. Guillaume, est-ce que tu pourrais pas nous assurer un petit peu contre ces arnaques qui nous pourrissent au quotidien, enfin? Oui, enfin, moins que les Anglais. Hein. Alors, c'est vrai que la dernière fois, je donnais une estimation partielle, donc plutôt basse, hein, du volume d'arnaques sur les réseaux sociaux. Le montant était colossal, c'était 770 millions en 2021. Alors, c'est vrai que les plateformes en augmentation général, versus 250 millions, oui. je crois, l'année d'avant. C'était en augmentation très, très, très sensible, ouais. Et donc oui, c'est vrai que les plateformes en général facilitent bien la tâche, hein, pour contacter ou trouver des victimes, donc directement par les outils, hein, soit en utilisant carrément les outils de ciblage publicitaire. Donc d'ailleurs, c'est un espace publicitaire qui est payant dans tous les cas, ce qui fait qu'une partie, sans doute faible, mais tout de même, hein, de l'argent qui facilite les arnaques, voire de l'argent issu de ces arnaques, vont dans les poches des plateformes. Et selon l'approche du pollueur-payeur, les plateformes devraient-elles être tenues pour responsables et obligées de rembourser leurs utilisateurs lésés? Je sais que ça part tiré par les cheveux, et c'est pourtant ce qui a été évoqué par les Anglais. En particulier, il y a un rapport du Trésor britannique qui est complètement affolé par la vague sans précédent d'arnaques en ligne qui fait de la Grande-Bretagne l'épicentre mondial du scam, c'est Scamland. Il y a pas moins de 1 milliard de dollars volés les 6 premiers mois de 2021. C'est 3 fois le montant par tête des Américains, c'est assez extraordinaire. Donc, l'Angleterre, en fait, est un véritable laboratoire de ce genre de trucs. Alors déjà, c'est un pays anglophone, donc c'est super pratique. Il a une infrastructure de paiement qui est ultra rapide. Donc les transferts entre comptes bancaires peuvent être instantanés, hein, alors qu'ils prennent des heures ou plus, hein, aux États-Unis ou ici même, ça prend des jours, hein, il me semble bien. Donc les régulateurs sur la fraude, les régulations sur la fraude, ils sont aussi plutôt légères. Donc il y a eu plusieurs fuites de données en plus qui empirent encore largement la situation. Bon, c'est à tel point que les modus operandi sont testés d'abord en Angleterre, avant d'être exportés un petit peu partout, dans tous les pays anglophones. Et donc, quand on parle de ces montants astronomiques, on parle plus seulement de Facebook, hein, bien sûr, on parle de toutes les arnaques possibles. Donc du phishing, des faux sites, les trucs par téléphone, par messagerie, par mail, tout ce qui peut te convaincre de transférer du fric. Et alors souvent, c'est même des arnaques en plusieurs phases. Tu vois, tu reçois un email avec une promo sur une brosse à dents électrique, tu mords à l'hameçon, tu envoies ta carte bancaire, c'est bon? Non, beaucoup trop simple. Tu reçois ensuite un appel d'un faux banquier qui te dit que la brosse à dents c'est une fraude, que tout est sous contrôle. Mais attention, tes économies sont en danger, donc il faut le numéro du compte où tu as tes économies et tout et tout. Pourquoi gratter 1000 balles si tu peux gratter 100 000 balles? Voilà. Donc toutes les banques du pays sont sur les dents. TikTok, Google, Meta, Twitter et Microsoft ont accepté d'obliger les acheteurs de pub dans le secteur financier d'être préalablement blanchis par la Britain Financial Conduct Authority. Donc en gros, voilà, montrer patte blanche, quoi.
Ils ont accepté sans vraiment de deadline. Et en attendant, l'épidémie continue et voilà, c'est ce qui leur fait penser que les plateformes qui sont pas assez rapides ou pas assez efficaces pour protéger les utilisateurs devraient aider à les rembourser. Est-ce que c'est extrême ? Bon, en tout cas, ça semble être à l'opposé d'une finance et d'un Internet totalement décentralisé où chacun serait uniquement responsable de lui-même, tu sais, sans aucun filet de sécurité. Ça me rappelle un peu la discussion avec Simon qu'on a eue, enfin, bon, je fais un teasing. Donc, on a eu une discussion, si au jour le Web3 et les services basés sur la blockchain se démocratisent, ça va pas écarter la nécessité d'avoir des intermédiaires, en fait, des recours, des interlocuteurs, des assurances, des protections, des plateformes, en fait. Et d'ailleurs, il y a un groupe de grosses boîtes crypto qui a lancé une coalition pour l'intégrité du marché. C'est la Crypto Market Integrity Coalition, donc lancée avec Coinbase, Circle, Huobi, Global et plein d'autres. Parce qu'ils sont bien conscients que le secteur n'a pas toujours bonne réputation, et pas toujours à tort, et les grosses boîtes crypto veulent assainir le marché, minimiser les fraudes et les manipulations. C'est une nécessité, parce que si tu veux être attractif pour le plus grand nombre, bon, bah, évidemment, il y a besoin de liberté, mais il y a aussi besoin d'un minimum de sécurité, d'un minimum de garantie, quoi. Donc voilà, la coalition pourrait aider. Bon, comment elle va s'y prendre pour l'instant, on ne sait pas. Et voilà, ça me rappelle un petit peu toute cette discussion. L'intention est tout à fait compréhensible, plutôt intelligente. La mise en application, évidemment, elle est particulièrement complexe et je ne doute pas une seule seconde que ça va faire partie des sujets récurrents qu'on va avoir dans le podcast, au moins en 2022, ça c'est sûr. Guillaume, on va pas se transformer en sport café, mais quand même, on va parler un petit peu des JO. Les JO, oui, ça vous a pas échappé, le climat change et globalement on se réchauffe. Ouais. En tout cas, ça échappe pas aux Chinois qui hébergent les Jeux Olympiques d'hiver alors qu'ils ont absolument pas de neige. Ils sont même en situation de sécheresse. Et ça, c'est pas idéal, même pour la neige artificielle, qui va constituer 100% de la neige sur laquelle vont skier les athlètes. Donc il y a pas moins de 100 générateurs et plus de 300 canons à neige qui vont tourner à plein régime pour éviter que les skieurs se retrouvent sur les cailloux. Et c'est pas facile, vu la surface à blanchir d'une couche quand même généreuse de poudreuse chimique. Donc c'est l'affaire d'au moins 220 000 mètres cubes d'eau et d'additifs. Je veux pas trop savoir combien de mégawatts ça représente. Et l'eau, c'est l'eau le plus recyclée selon Pékin. Mais enfin, l'eau, c'est peut-être, ça a pu servir à autre chose, vu la sécheresse, ça fait bon. Plus de neige au JO, c'est juste un début. Car si vous trouvez que la neige artificielle est un gâchis écologique, ne vous inquiétez pas, au-delà de 3 degrés de réchauffement global, même elle tiendra plus. Donc ce sera plié, le ski deviendra une chose du passé, quoi. Là, ça rejoindra le dodo, le pingouin et l'ours blanc dans les livres sur la préhistoire. À moins que... C'est vrai que je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que c'est un point hyper important, ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de ce que ça représente quelques degrés de plus en moyenne. Et là encore, je peux que brancher des très très nombreux exposés de Jean-Marc Jancovici qui relaient ce type de choses, où il t'explique que quelques degrés en moyenne en moins il y a quelques milliers d'années, c'était juste des mètres et des mètres de glace au-delà de là où on est aujourd'hui. Le paysage ne ressemble à rien d'autre. Donc quelques degrés en plus, c'est fondamentalement différent. Les gens, quand ils disent il fera un peu plus chaud, j'enlèverai mon pull. Non, c'est pas ça, quoi. Non, c'est pas ça. Moi, je vais vous dire un truc que j'ai lu et qui m'a terrifié. C'est que si ça commence à partir en couille et qu'on dépasse les 3 degrés, voire même avant, le café est en danger. Parce que le café, c'est une plante fragile. Et on va renommer le podcast. Tu t'en rends pas compte? Si le café est en danger, putain, le café. Bon. Ça donne envie d'en rire et en même temps, ça fait réellement flipper, effectivement. Non, mais ça fait réellement flipper, surtout quand tu lis, juste là, ce matin, quand tu lis qu'on fait toujours voler des avions à vide. Ça se fait toujours. C'est incroyable, ça me trouve le cul. Cette histoire. Ouais. Cet hiver, la Lufthansa a admis avoir fait voler 21 000 avions à vide. Et elle le fera encore, parce que sinon, elle perd ses créneaux dans les aéroports. Parce que c'est toujours en vigueur, cette connerie. C'est invraisemblable. Si vous posez pas un putain d'avion sur une putain de piste, tu perds ton créneau. Et après, c'est la panique. Si c'est pas un exemple de coordination internationale qui aurait pu œuvrer très concrètement sur ce problème-là, ça me semble beaucoup d'aéroports sont super congestionnés. En fait, les compagnies doivent faire du présentéisme pour préserver leur place. Alors, les compagnies, parce que la Lufthansa, c'est la seule à publier les chiffres, mais ce serait vraiment très improbable qu'elle soit la seule à faire ça. Et si tu extrapoles sur les autres compagnies, on arrive à pas moins de 100 000 vols à vide en Europe cette année. En gros, tu prends pas l'avion, mais ils volent quand même, quoi. Donc, les bras m'en tombent. Incroyable. C'est l'équivalent de 1,4 million de voitures. Alors, on pourra toujours dire que c'est une fraction des 62 millions de vols qu'il y a eu en 2020, qui est quand même un chiffre presque 2 fois inférieur à la norme, quand même. Il y a tellement de vols qu'un aéroport sur 2 marche par réservation comme ça. Parce qu'il y a énormément de trucs. Alors bon. Enfin bon, en tout cas, voilà, la news tech, si tu veux, c'est que t'as des mecs qui travaillent à changer les choses, qui te disent qu'ils peuvent essayer de transformer des obstacles en opportunités. Ça se passe à l'université du Delaware,
ou une équipe qui travaillait sur des membranes pour des piles à combustible. Et ça marchait pas du tout. Bon. En étudiant le truc pendant plusieurs mois, voire années, ils ont remarqué que si ça marchait pas comme prévu, on pouvait quand même transformer ça en un machin très efficace pour capturer le CO2. Et aujourd'hui, ils ont un truc qui ressemble à une canette de soda et qui capture 98% du CO2 dans l'air à raison de 10 litres par minute. Ils ont même fait une version miniature qui du coup capture moins de CO2 mais qui est plus petite. Bon, donc c'est quand même vraiment super cool. Hein. Après, il faut pas s'enflammer, hein. Attention. Je veux dire, faisons un petit calcul rapide. En ce moment, on tourne à grosso merdo 35 milliards de tonnes de CO2 par an. Une tonne de CO2, c'est 534 mètres cubes de volume de gaz. Donc on produit actuellement 12 388 milliards de mètres cubes de CO2. Bien sûr, je fais tout de tête en temps réel, bien entendu. Le truc, là, la canette de soda, ça filtre 5256 mètres cubes par an. Il faudrait donc dans les 2,36 milliards de canettes qui tournent à l'année sur énergie renouvelable, bien entendu, pour capturer le CO2 qu'on a produit en 2021. Estimation basse, hein, puisque ça compte pas les gaz à effet de serre et compagnie. Bon, donc, nous enflammons pas, mais enfin, c'est quand même bien, parce que le but, c'est d'équiper des véhicules, ça les rendrait quasi carbone neutre, le procédé pourrait être adapté à d'autres applications, sans doute. Donc, c'est vraiment une avancée chouette. Je mettrai pas tous mes œufs dans ce panier-là non plus, hein, bien entendu, mais donc je continue à penser qu'on devrait arrêter avec les vols à vide et qu'on devrait probablement développer le ski sur gazon aussi, c'est une bonne truc, ça, le ski sur gazon. Mais voilà, ça évolue petit à petit. Ouais, on est bien d'accord, effectivement, et c'est pas gagné. Je pense que ça partira de toute façon, et c'est pas je pense, c'est tout le monde est d'accord pour dire que le consensus serait quand même de limiter énormément les émissions, et c'est évidemment un sujet de fond qu'on va pas détailler ici. Un dernier point pour ce monde qui change, Guillaume, c'est celui de Joe Rogan et de son podcast. Alors si vous voulez les détails de l'affaire, écoutez le précédent épisode de Tech Café, mais Spotify a pris acte quand même. Bon oui, c'est la suite, hein, le monde change, et voilà, c'est toute une question de contexte et d'époque, n'est-ce pas? C'est en substance ce que dit Joe Rogan dans sa vidéo d'excuses, encore une vidéo d'excuses, mais cette fois ça a absolument rien à voir avec le coronavirus et les vaccins, tout ça. Ça concerne des accusations de racisme portées par India Arie, qui, comme Neil Young et Johnny Mitchell, a demandé de partir de Spotify. Alors India a fait une petite compilation de Rogan dans ses œuvres où il prononce le N-word. Donc pour ceux qui ignoraient, le N-word, c'est le mot nègre, hein, qui est très offensant et que Rogan a utilisé très largement et avec beaucoup de légèreté. Et il y a aussi un autre extrait qui est carrément hallucinant, hein, où Rogan raconte qu'il est allé voir la planète des singes à Philadelphie, dans un quartier à majorité noire. Et quand il est descendu du taxi, il a dit, je cite, « On est sorti et c'était comme si on était en Afrique, comme si on était dans la planète des singes. » Comment dire ? Rogan se défend en disant que tout ça est sorti du contexte, il s'excuse sincèrement, il voulait être drôle. C'est pas incroyablement convaincant, d'ailleurs India Arie n'est pas convaincue du tout, hein. Selon elle, Neil Young a ouvert une porte, hein, mais le problème dépasse l'épidémie. Pour elle, Spotify sous-paye les artistes et rémunère largement les gros podcasteurs, et Joe Rogan en particulier, et du coup elle dit que la marge faite sur sa musique, dont elle perçoit elle-même assez peu finalement d'argent, sert à payer un podcasteur raciste, et donc elle part sans regret. De fait, Spotify a depuis éliminé pas moins de 70 épisodes du JRE, qui datent d'avant l'épidémie, donc on se doute que ça a un rapport avec ce dernier scandale, même si aucun détail a été fourni, c'est vraiment très flou. Bon, Daniel Ek défend son rachat du JRE, du Joe Rogan Experience, devant la presse et ses employés, et se lance dans une distinction subtile entre son rôle d'éditeur et son rôle de plateforme. Parce que, d'un côté, il est éditeur avec Gimlet, puisqu'ils ont racheté Gimlet pour 200 millions il y a 2 ou 3 ans, hein, mais de l'autre, il n'est que plateforme avec Joe Rogan, dont il a l'exclusivité, mais qui reste du contenu sous licence. Cela dit, Spotify fait quand même un peu de ménage, parce que les épisodes en question ne respectent pas les règles. Bon, l'argument de Ek, finalement, ne fait que déplacer le problème, puisque, concrètement, que modérer en tant que plateforme, c'est une question qui est à peu près aussi épineuse que quoi publier en tant qu'éditeur. C'est le sentiment d'ailleurs d'une partie des créateurs et d'une partie des employés eux-mêmes, hein. D'ailleurs, Neil Young les encourage ouvertement à quitter la boîte avant que l'endroit, je cite, ne dévore leur âme. Bon, bien sûr, de l'autre côté du spectre, il y a aussi les invités de Joe Rogan qui sont virés de Spotify, qui n'apprécient pas de voir leurs épisodes éliminés, leur voix étouffée, tu comprends, censure, cancel culture, complot et tout le team. Voilà, Spotify est complètement confus, tour à tour éditeur ou plateforme, tout d'accord, ils tolèrent l'infox Covid mais pas le racisme. Voilà, en gros, Ek veut essayer de maximiser la rentabilité sur tous les fronts en contentant tout le monde, et c'est très mal parti pour.
Ouais, saloperie de culture woke. De toute façon, on est mal alambiqué là-dedans, Guillaume. On va clôturer cette rubrique. Allez, juste un tout petit mot parce qu'on va pas le détailler, mais on avait dit dans le précédent épisode que Fight Club était remanié à la fin par Tencent dans sa distribution en Chine. Là aussi, ça fait partie des choses qui sont changées. Le film est restitué dans sa version originale chez Tencent. Un petit effet JO probablement. Ouais, peut-être que ça y fait. Peut-être que quand la lumière est adressée sur toi, peut-être que tu agis pas totalement différemment. Va savoir, on va leur laisser le bénéfice du doute et on va passer plutôt à une rubrique jeux vidéo. Guillaume, on en sait un petit peu plus ou on comprend encore peut-être un petit peu mieux la stratégie d'acquisition de Sony PlayStation pour avoir donc acquis le studio Bungie. Ouais, on va regrouper un petit peu les news par constructeur. Donc Sony a annoncé qu'il allait développer pas moins de 10 jeux services avec Bungie d'ici 2026. Alors dès le début, on soupçonnait quand même que l'acquisition de Bungie pourrait permettre à Sony de se positionner sur le terrain de Fortnite ou GTA Online ou Apex Legends. Avec Destiny. Qu'est-ce qu'on appelle un jeu service, Guillaume ? Un jeu service, c'est un jeu qui n'a pas de fin, c'est un jeu en ligne qui donc évolue chaque année, où il y a du contenu, il y a du contenu qui sort en fait très régulièrement, où c'est structuré en saison. En fait, en tout cas, Fortnite et Apex sont structurés en saison, donc en fait le jeu change quelque part tous les ans. Ça permet de maintenir en fait captifs les joueurs dans le même jeu pendant des années et des années et des années, moyennant bien entendu. Je crois que c'était un jeu de tennis. Le jeu service. Non, excuse-moi, c'est pour la mauvaise blague. Jeu service, bon, bref. Oui, non, j'ai compris. Allez, donc, bon, j'ai tenté. En fait, tout le monde sait ce que c'est que le jeu service, hein, évidemment. Mais écoute, moi, je t'avoue que je faisais partie des gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un jeu service. Et moi je l'avais compris avant l'émission, mais bon. Enfin bon, bref, avec Destiny, Bungie, il a un jeu service, voilà. Il y a un jeu un bon jeu service qui a une super longévité. Ça doit faire, 7 ans qu'il est debout et il fonctionne très bien. Il a beaucoup de fans qui sont d'ailleurs sans doute beaucoup trop fidèles pour leur propre bien et leur propre santé. Voilà, c'est la grande tendance en ce moment, les jeux services. Ubisoft est complètement dedans. Rockstar, qui a officialisé, quelle surprise, le développement de GTA 6, mentionne bien qu'il tiendra compte du succès de GTA Online à l'avenir. Et est-ce que Sony a bien fait de racheter Bungie aussi cher? Par contre, 3,6 milliards de dollars, c'est quand même presque le prix de Sega. Bon, c'est encore en débat. Il y a d'une part, il y a Michael Pachter, Michael Pachter qui estime que Sony a payé bien trop cher et sans stratégie claire de long terme, à la différence de Take-Two, de Microsoft, qui ont racheté des trucs encore beaucoup plus chers, mais qui se sont bien débrouillés, puisqu'ils ont, disons, ça fait beaucoup plus de sens dans leur cas. Son argument, c'est que Sony a payé 4 millions de dollars chaque dev chez Bungie, c'est-à-dire entre 2 et 8 fois plus que lors des autres acquisitions de l'année, quoi. En tout cas, pas par les autres gros. Alors par contre, du point de vue de Media Research, donc notre cabinet de consulting expert, tout ça, c'est au contraire une bonne initiative. Parce que Microsoft veut être cross-platform, alors que Microsoft se veut cross-entertainment. Donc c'est au-delà du cross-média. Il veut profiter à la fois de sa puissance dans le jeu vidéo, mais aussi dans le cinéma, la musique, le social, et bon voilà, faire des jeux services, faire des jeux monde. Microsoft pour le deuxième, mais on a compris que c'était Sony, effectivement. Ah pardon, je sais pas. Mais Sony, c'est très Sony clair en termes de message. Oui, Sony se veut cross-entertainment, donc voilà, c'est ça. Et Jim Ryan dit, voilà, c'est pour construire d'immenses et merveilleux nouveaux mondes. Voilà, un métaverse en somme. N'empêche que on a beau dire ces derniers temps, à chaque fois qu'on essaye de identifier un tant soit peu pragmatiquement, et c'est très compliqué, parce que ça pourrait être un métaverse, et si on voit ça comme étant un espace comme ça virtuel de divertissement qui prend en compte plusieurs dimensions, je me dis que Sony est peut-être pas le plus mal placé. Mais bon, encore faut-il encore une fois définir ce que c'est qu'un métavers. On le fera pas dans cet épisode, on va plutôt parler des actus autour de Blizzard, Guillaume. Oui, on parle de Blizzard justement. Microsoft, probable futur patron de la boîte, sera très content d'apprendre qu'Activision Blizzard rapporte bien 8,8 milliards de chiffre d'affaires pour 3,6 millions de profits. Le plus fou dans cette histoire, c'est que sur les 8,8 milliards de rentrées, 5,1 proviennent des microtransactions, des achats in-app en quelque sorte. Et c'est en progression constante. Concrètement, vendre des jeux rapporte moins que vendre des trucs dans les jeux. Donc voilà, on comprend beaucoup de choses avec ce genre de résultats. Donc, le modèle d'Hearthstone qui est basé sur un freemium sur lequel il y a des achats in-app est évident. Après, il y a les autres titres, c'est plus déroutant. Mais... Et non, mais c'est vrai en tout cas dans le cas d'Activision Blizzard, en tout cas c'est vrai.
Et donc, du coup, fort de ces résultats incroyables peut-être, Blizzard se sent pousser des ailes, se sent plus pissé. Il ne conçoit plus les mots comme impossible, comme limite, planning ou délai, puisque non content d'être à la bourre sur absolument toutes ces IP, et de s'en rajouter des nouvelles comme on l'a vu la semaine dernière, Blizzard annonce encore un jeu à ne pas sortir, un Warcraft mobile. Bah écoute, YOLO. Peut-être que ça arrivera un jour, on verra. Moi, j'aurais très envie de le tester, mais bon. Si c'est un nouveau Warcraft, évidemment. Du nouveau aussi du côté de chez Nintendo, Guillaume, avec un succès insolent, encore une fois. Du nouveau, surtout pas, bien sûr que non, puisqu'en fait, est-ce que tu veux une Switch 2 ? Non, je me comprends quand je dis du nouveau. Parce que si tu veux une Switch pourquoi 2, est-ce que j'aurais besoin d'une Switch 2 ? Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Si tu veux une Switch 2, à mon avis, tu vas falloir encore attendre 5 ans, parce que la Switch est sortie en 2017, et selon Nintendo, elle est au milieu de son cycle de vie. Bon, c'est vrai qu'il dit ça chaque année depuis 4 ans. Mais enfin, tant que ça dure. Faut dire que toutes les constantes sont au vert quand même. La console est dans la force de l'âge, avec 103 millions d'unités vendues, en un temps record de 57 mois. C'était 67 mois pour la PS4, qui est quand même un succès planétaire majeur. Il y a que la Nintendo DS qui a fait un petit peu mieux avec 51 mois. Et le truc, c'est que ça ralentit pas. La Switch OLED s'est vendue à 4 millions d'exemplaires en 3 mois. C'est fou. Donc franchement, je serais Nintendo, j'aurais aucune raison, ne serait-ce que de réfléchir à une Switch 2. On verra dans 3 ans. Surtout. On appelle Nvidia, on leur dit hey, Vivi, tu nous mets tout ça à jour, et puis on est reparti pour 200 millions, c'est bon, quoi. Je veux dire, entre-temps, on fait un film Mario doublé par Chris Pratt, et voilà. Tu dis, il y en a qui ont tout compris à la vie, quoi. Oui, tant que ça marche, tant mieux. Alors, tu sais que je fais partie des personnes qui ne peuvent qu'abonder sur cette stratégie. C'est une Switch OLED, c'est ça ? Mais non, pas du tout, mais simplement parce que je continue à jouer à Zelda Breath of the Wild, sur lequel j'ai eu une relation particulièrement compliquée, et je te l'avais dit dans un autre environnement, il faudra qu'on en reparle. J'ai fait les 120 sanctuaires, et j'ai encore envie de continuer à aller plus loin dans le jeu. Donc bon, ça justifie pas en soi l'achat d'une Switch, mais quand on voit des titres comme ça, on se dit qu'ils ont quand même fait un super boulot. Allez, on continuera à parler de la Switch, je vous aimais dans de futurs épisodes, mais en attendant, on va vous laisser vaquer à vos occupations habituelles. N'oubliez pas, malgré tout, que vous pouvez, comme je vous l'ai dit en intro, et je le dis d'autant plus que c'est hyper important pour nous dans le temps, mais venir retirer la pub du podcast et profiter du chapitrage des épisodes en profitant donc d'un flux privé pour le podcast qui est dispo sur patreon.com/techcafé pour quelques euros par mois. Vous pourrez débloquer ces avantages et garantir la pérennité du podcast. Je vous invite aussi, évidemment, à aller écouter Relive si c'est pas déjà fait. J'ai eu plusieurs commentaires qui disaient je découvrais Relive parce que vous en avez parlé dans Tech Café, donc j'étais à la fois très étonné et très content. Donc n'hésitez pas à écouter ce podcast aussi dans lequel j'officie avec mon ami Matt. Cette fois-ci, c'est sûr, la semaine prochaine, je ne serai pas présent dans l'épisode hebdomadaire, mais je suis sûr que vous aurez un accueil magistral comme d'habitude de la part de Guillaume Poggiaspala, qui ne sera probablement pas tout seul. Je te laisse les clés, Guillaume. N'oublie pas de passer un petit coup d'aspi après. Non, j'espère pas non plus, mais on a fait le nécessaire normalement. Ce serait mieux. En tout cas, en attendant, où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume ? Écoute, moi de toute façon, on va me retrouver en vélo et en avion parce qu'il est hors de question que je me passe de café. J'y survivrai pas. Ah d'accord, mais pas un avion à vide. J'espère que tu feras en sorte qu'il y ait d'autres personnes avec toi dans l'avion. Non, je veux dire un train, pardon. Non, je veux dire... Ah pardon, parce que t'as dit en avion. En avion ou en vélo. Non, en vélo ou en vélo ou en train, parce que justement, je veux sauvegarder le café, quoi. Très bien. Tu veux éviter les avions à vide. Bah oui, c'est logique. Je suis terrorisé. Ou remplissez les avions de café pour tenir, peut-être, je sais pas. Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. En attendant, on se retrouve très 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 vite dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.